tous, c'est Bertrand. Aujourd'hui, une vidéo pour aller un petit peu plus dans le détail de ce que j'avais fait la dernière fois sur le HeadRush Prime et essayer de passer un peu plus de temps sur la partie settings parce que je sais que des questions qui m'ont été posées et voilà, je voulais y répondre et passer un peu plus de temps. Donc, au niveau du HeadRush, quand on choisit le Global Settings, euh, les différentes possibilités qui nous sont proposées. Euh, Dans général, la première, donc le LCD Brightness, ça porte bien son nom, c'est l'éclairage, voilà, l'éclairage global du HeadRush. Pas grand chose à rajouter. Le deuxième, le Rig Page graphique en moderne ou en classique. Là, ça entre en jeu pour le coup, sur le visuel de de nos rigs. Si on est en moderne, on est sur un affichage avec voilà, le visuel de pédale un petit peu plus sympathique. Si on passe en classique, on passe sur le visuel qu'on avait avant sur le HeadRush standard. Globalement, vous pouvez laisser tout le temps en moderne. La seule différence, c'est qu'effectivement, on économise un tout petit peu de CPU quand on est en mode classique. Donc, si on met des effets un petit peu gourmands, ça peut être, voilà, peut être un moyen de gagner quelques précieuses, euh, quelques précieux pourcentages de CPU et faire tourner le HeadRush correctement. Le confirm and save, yes ou no. Alors moi, je le conseille de le laisser à on. À chaque fois qu'on fait une modification, c'est chiant. C'est vrai que voilà, il demande est-ce que vous voulez confirmer qu'on sauve les modifications qui ont été faites. Ne pas le faire, ne pas le laisser à on, souvent, ça amène des petites erreurs où on a modifié un paramètre, un gain, un volume, enfin quoi qu'on ait pu modifier. Et puis après, pour retrouver la valeur qu'on avait avant, c'est peut-être pas forcément idéal. Le auto-assign foot switch, alors ça c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on ajoute une pédale, donc je vais le montrer tout de suite, là il est à on. Si j'ajoute une pédale, n'importe laquelle, hop, voilà, je prends la première qui vient, automatiquement il a affecté au switch disponible, il a affecté, et si j'en rajoute une autre, il va, hop, il va la, il va l'assigner directement à la suivante. Hop. Ouais, je suis sûr. Et vous voyez, hop, automatiquement, il a supprimé la précédente. Donc globalement, effectivement, il y a un petit côté où ça assigne automatiquement les foot switch comme on veut. On peut le mettre en off parce que quand on fait du hardware assign, on n'a pas forcément envie que les queues soient là ou là. Voilà. Après, peu importe, mais c'est vrai que c'est un vrai choix. Le add cab with amp à on ou à off, moi perso je le mets à on, comme ça au moins quand je choisis un ampli, au moins toujours un cab. Après, si j'ai envie de le changer, je le change manuellement. Mais si on passe en off, quand on choisit un ampli, par défaut, il nous met pas de simulation d'enceinte. Donc voilà. Le SoundView Advance ou classique, ça je vous avoue que pour l'instant je n'ai pas creusé, mais en gros c'est par rapport à ces visuels-là qui permettent de créer des SoundView. Ça on y viendra plus tard, où effectivement je creuserai un petit peu le sujet du SoundView quand j'aurai le temps. Le tempo LED, donc ça c'est en fait si on veut que la LED de tempo clignote ou pas. Moi j'aime pas quand ça clignote, ça me gêne. Donc voilà, j'ai mis off. Ça peut être inversé et clignoter en fait pas sur le temps mais sur le contre-temps. Donc voilà. Euh, L'external amp polarity, ça très honnêtement, j'ai pas creusé non plus ce que c'était, mais je pense que voilà, c'est par rapport
la polarité et la manière d'activer ou pas, puisqu'on peut affecter via un câble au niveau, à l'arrière du headrush. Ça, c'est pareil, je ferai une vidéo en détail sur les entrées et sorties du headrush, mais on peut contrôler les canaux d'ampli extérieur. Et je pense que c'est avec ça qu'on décide euh, d'inverser ou pas par rapport au modèle de pédale, enfin d'ampli qu'on peut avoir. Le hybride mode, donc normal ou renversé, ça c'est quand on passe en mode hybride au niveau du headrush. Pareil, ça je ferai on ne va pas faire de détails là, mais en fait on peut, quand on est en fait sur un rig, on a un certain nombre de manières de fonctionner. Voilà. Là, j'ai un système où j'ai les banques, les rigs et enfin les sangles, les rigs et les banques. On peut choisir la manière dont on active ou pas ces différents switches. Moi, j'aime bien être en stomp mode. Euh, le Hold for new foot switch, for view foot switch, ça très honnêtement, c'est quelque chose que j'ai pas du tout creusé pour l'instant, donc voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Le reassign looper foot switch, alors là c'est pour affecter ce foot switch là. On peut choisir à quoi il va servir. Est-ce que il sert à lancer l'accordeur? Est-ce qu'il sert à lancer le practice tools? Ou est-ce qu'il sert à lancer le looper? Donc voilà, on choisit ce foot switch là, comment on le réaffecte et qu'est-ce qu'on lui affecte. Et ensuite le color mode, ça c'est pour jouer sur les différentes couleurs de- des pédales. Et effectivement, on peut choisir la couleur et les différents visuels. Et ça s'applique également à ces barres-là en termes de couleur. Donc voilà, c'est principalement à ça que ça sert. Donc on va passer à la partie audio donc des différents settings disponibles. Alors je ne sais pas si on le voit très bien. Alors, on a la partie guitare en premier, et en fait, ici, sur ce bloc-là, on peut choisir où sortent, et où entrent les différents signaux. Le guitar input, donc où est-ce qu'on le veut? Soit vraiment dans le pareil, donc par rapport aux entrées-sorties et la vidéo que je ferai sur les entrées-sorties, on peut affecter la guitare sur l'entrée guitare, c'est plutôt logique. Mais on peut aussi potentiellement l'entrée guitare la mettre sur le FX return euh, left du prime. Ça permet quoi? Ça permet potentiellement d'activer, de brancher sa guitare ailleurs en fonction de si on a branché autre chose. Le guitar out. Alors le per rig, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est pour affecter par rig, on peut définir où est l'entrée guitare. Donc le guitar out, c'est pour la sortie guitare. Donc là, on décide où est-ce qu'on veut que le son de notre guitare sorte. On peut faire sortir sur le XLR, sur la sortie XLR, ce qui est mon cas puisque je suis branché dans ma carte son, sur le 1 quart et sur le phone, la sortie casque du Prime. Typiquement, ça sert à quoi? Ça sert par exemple quand je fais mes vidéos, j'envoie du signal vers ma pédale trio pour les accompagnements. Une fois que j'ai fini d'envoyer le signal, j'ai plus envie que sorte le son de guitare par mon 1 quart. Je veux plus que ça sorte que par le XLR pour pouvoir avoir et d'un côté le trio qui joue ce que je lui ai enseigné et ce que j'ai mis dans la boucle, mais pas qu'à chaque fois que je joue, ça rentre encore dans le trio et que je me retrouve avec dans ma carte son et le son
qui vient du XLR, donc le son de ma guitare, et le son qui viendrait par les sorties jack qui rentrerait dans mon trio et qui rentrerait dans la carte son. Donc en gros, voilà, le guitar out, ça permet de choisir où est-ce qu'on veut euh, faire sortir le signal, et ça permet très facilement à la volée de désactiver une sortie plutôt que d'enlever un jack euh, et d'être obligé de toujours recomposer. Donc ensuite, le alternate guitar source, c'est pour indiquer en gros à quel endroit du rig on souhaite faire rentrer son signal. Il faut savoir que dans la partie out du headrush, on peut choisir de faire sortir différentes sonorités en fonction de ce qu'on a choisi, source principale ou source alternative. Ça peut être intéressant, par exemple, si j'indique que je veux être juste, par exemple, je veux être juste après, je veux un son, en fait, qui est un son avant l'ampli revolver que j'aurais choisi, par exemple. Et que je lui dis que je veux sortir sur les 1 quart. Et ben, en gros, par rapport à notre source principale qui, elle, sort sur le XLR, et notre source alternative qui, elle, sort sur le 1 quart, je pourrais enregistrer avec mon XLR et ma sortie jack 2 sonorités différentes. Euh, Sachant que le guitar out, la sortie principale, en fait, elle sort en fin de chaîne euh, du rig qu'on a créé. Donc ça peut être vachement intéressant quand on veut faire double prise, une prise, comme on dit, dry, et une prise avec les effets. Le Guitar Out 2, on peut faire comme on peut brancher 2 guitares sur le Prime, on peut lui dire, par exemple, d'envoyer le Guitar Out 2 pareil sur le 1 quart. Et dans ces cas-là, enregistrer 2 instruments en simultané, ça peut être quand même super intéressant en termes d'utilisation. Tout ça, en fait, c'est des notions d'entrée-sortie, et ça permet de jouer sur ce qui sort où, et ça permet en termes d'enregistrement de gagner pas mal de temps. La partie vocale. Donc la partie vocale, un peu le même principe. Donc le mic plus 48 volts. Donc ça, c'est quand on veut mettre une alim fantôme. Donc typiquement, quand on a des micros statiques qui ont besoin d'une alimentation fantôme. En mettant sur on envoie au niveau de l'entrée micro qu'il y a derrière le headrush, on envoie une alimentation fantôme qui permet d'activer le micro. De manière générale, vaut mieux, sur la plupart des micros qui sont des micros dynamiques, il n'y a pas besoin d'alimentation. Donc, par défaut, il vaut mieux être en off. Le vocal out, donc là, principalement, le même principe que pour la guitare, on choisit sur quoi ça sort. Comme on avait vu, moi, je suis en sortie guitare sur l'XLR et en sortie vocale sur le 1 quart. Pourquoi ? Parce que quand je décide de faire et guitare, voix, je fais sortir le son sur la sortie jack pour avoir la voix d'un côté et la guitare de l'autre. Le micro dry out, c'est la possibilité qu'on a dans les rigs. Donc là, je vais aller sur un rig pour vous montrer. En fait, quand on active cette fonctionnalité, la partie mic, on n'est pas sur les effets voix du headrush. On est vraiment sur le fait de pouvoir utiliser un micro et de parler. Et donc, c'est ça qu'ils appellent le micro dry out. Je retourne en audio. Et sur quoi je veux qu'il sorte, là, en l'occurrence, pour moi, je le fais sortir sur l'XLR. Le Practice Tools, pareil, on peut choisir sur quoi on le fait sortir, jack, XLR ou sortie casque. Toujours pareil, ça c'est vraiment des questions d'utilisation. Est-ce que j'ai envie que mon Practice Tools ne sorte par exemple que dans mon casque parce que je suis en train de m'entraîner, j'ai pas envie que ça sorte sur mes enceintes. Voilà, c'est des vrais choix.
Les FX Loop stéréo, donc ça c'est la partie c'est la partie qui permet de gérer la partie loop. Alors ça, je rentrerai plus dans le détail quand je ferai les entrées-sorties. Mais en gros, effectivement, le head rush, il a des boucles, une boucle qui permet de sortir et d'obtenir et d'utiliser d'autres pédales à l'extérieur. Donc ça, j'y reviendrai plus en détail. Et le loop level, stomp ou rack, c'est par rapport à ce qu'on envoie. En gros, si on va dans une pédale, on passe en stomp. Si on va dans un ampli, il faut laisser, il vaut mieux laisser en rack. Le output, un quart et le XLR. Donc le ground lift pour le XLR, je commence par ça, c'est les fameux boutons qui appellent à la terre quand on est sur des équipements. Voilà, si vous avez un buzz, essayez le ground lift on-off, ça peut le corriger. Et le sortie un quart, est-ce qu'on le veut à un niveau line ou à un niveau amp? Je connais pas par cœur, mais effectivement, en fonction de si on part vers un ampli après le rush, on passe en amp. Si on va dans une carte son, c'est mieux d'être en line. Et c'est à peu près tout pour la partie audio. Partie Bluetooth, donc là je vais pas. Voilà, si on met le Bluetooth à on, ça l'active. On peut se connecter son téléphone pour pouvoir diffuser du son. Et pareil, le Bluetooth out, sur quoi on veut le faire sortir, sur le XLR, sur la partie jack ou la partie phone. Le menu Wi-Fi, bah, c'est là où on choisit son point d'accès Wi-Fi pour connecter. Donc, pareil, pas grand-chose à dire sur ça. Le USB audio, donc là pour le coup, c'est si on active la fonctionnalité HeadRush en tant que carte son. Donc quand on branche son HeadRush avec l'USB de type A, donc on peut appeler le gros USB qui font partie des sorties. Si on passe en on, on passe en mode carte son. Donc le HeadRush est vu par le PC comme une carte son. Et là, dans ces cas-là, bah, on choisit. Alors, typiquement, le sample rate, c'est la fréquence d'échantillonnage. La plupart du temps, la plupart des machines modernes aujourd'hui, on est en 48 kilos. Voilà, à voir selon vos choix. 48, c'est très bien. 44, ça marche bien aussi. Voilà. La partie USB mode. Donc là, en fait, il y a différents fonctionnements. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, live, carte son, vous êtes en train de jouer ce que vous pouvez directement jouer avec votre instrument. La partie DO, c'est quand on est connecté sur un DO, sur un logiciel de traitement audio, de mixage, de montage audio. Et la partie reamp, c'est la fonction qui, quand on veut utiliser le headrush donc pour réamper, c'est-à-dire qu'on enregistre un son dry et ensuite le DAW nous le renvoie dans le headrush pour y appliquer les différents amplis ou effets qu'on a rajoutés. Donc là, pareil, ça demandera une vidéo éventuellement si un jour je décide de le faire, une vidéo pour expliquer comment ça marche. En fait, la différence de ces trois modes, c'est le nombre d'entrées et de in et de out USB qui vont vers le PC. Voilà, et qui ne sont pas affectés de la même manière et qui font que ce qui passe par le câble USB en entrée et en sortie est routé de manière différente, ce qui permet d'avoir différents fonctionnements au niveau de la connectique USB par rapport à ces
c'est incompréhensible ce que je dis. Il faut pas hésiter à me couper, hein. Donc oui, en gros, la partie USB, c'est la manière de gérer les entrées-sorties par rapport à la connexion du HeadRush sur le PC. Et le USB Level, c'est ce qui permet d'augmenter ou pas le gain de l'USB par rapport à ce qui va être capté par le PC. La partie MIDI, je ne vais pas du tout la traiter, je ne me sers absolument pas du MIDI avec le HeadRush. Je n'ai pas creusé. Après, ça reste, je pense, un fonctionnement assez standard avec on envoie un signal MIDI qui permet d'activer, désactiver certaines fonctionnalités. Pour le coup, dans la notice en anglais, il y a tout un tableau qui indique les différentes possibilités. Ensuite, la partie toe switch. Alors ça, c'est la partie par rapport à la pédale, aux pédales d'expression supplémentaires. Donc la partie toe switch, c'est si on a un petit boîtier de type pédale foot switch on-off, par exemple pour un ampli. Le latch et le momentary, c'est en fait deux manières de fonctionner différentes. L'un permet d'activer au moment où on clique sur le foot switch. Donc, par exemple, clac, j'ai activé, clac, j'ai activé. Voilà. Le latch, c'est différent, c'est-à-dire que quand on appuie et qu'on reste appuyé, on active ce qu'on a affecté à ce switch. Et quand on relâche, l'effet est désactivé. Donc ça, c'est deux manières voilà, de fonctionner. Et ensuite, pareil, la polarité inversée ou normale. Ça dépend de ce que vous avez comme matériel derrière. Et enfin, dernier menu, le menu d'info. Pas grand chose à expliquer en l'occurrence. Ça vous donne la version de votre firmware du programme qui est actuellement sur la pédale. Voilà. Et ça vous permet de vérifier qu'après une mise à jour, tout s'est plutôt bien passé, que vous êtes passé à la bonne version. Bon, ben voilà, on va se quitter sur ça. C'est une vidéo qui était un petit peu longue, mais il y a quand même beaucoup de choses au niveau des settings. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour creuser un petit peu plus dans les méandres de la bête. Bonne journée.